Hola, c'est Gloria. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose de découvrir les chapitres de mon livre à travers des lectures avant de dormir. Chaque fois, je te lirai un passage de ce roman d'histoire, de mystère et de découverte. Grâce à ma chaîne, tu pourras t'endormir en écoutant le déroulé captivant du secret sur l'identité de Cécile. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et pour passer des nuits paisibles en écoutant ces histoires passionnantes. Je t'invite également à laisser tes impressions et tes questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les vidéos à venir. Allez, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. À une époque où les colonies étaient encore en place, dans les confins d'une minuscule enclave qui s'appelait autrefois le Congo portugais, Cabinda était entourée par les frontières du Congo français et belge. Une terre luxuriante, parsemée de forêts tropicales denses, s'étendant jusqu'au rivage de l'océan, riche de traditions ancestrales et de ressources naturelles inépuisables. Son peuple, les Kebindes, se révélait par leur essence même d'une docilité remarquable, comme en témoignait la manière respectueuse dont ils saluaient, joignant leurs mains dans une humble révérence, fléchissant les genoux d'un temps, tête baissée. Porteurs d'une philosophie conservatrice, ils vénéraient la nature et la famille, considérant ces deux aspects comme les piliers fondamentaux de son existence. C'est à Mbemika qu'ils avaient posé leur baluchon, suite à la fuite de Mouba. Lui, davantage plongé au cœur de la brousse, par conséquent davantage vulnérable aux soldats qui s'y terraient, menant des incursions sporadiques à rançonner les malheureux villageois. Ces derniers avaient été forcés d'abandonner leurs terres et avaient trouvé là, dans cette clairière, le long de cette route, un refuge pour reconstituer leur village, commencer une nouvelle vie. Du côté du sud se trouvait Chiaoua, fourmillante capitale de district où l'on respirait l'air cosmopolite d'une petite citadine coloniale. En plein milieu, tel un axe de symétrie, une route carrossable qui s'en allait sinueuse au nord, déroulant les arbres vers le poste frontière de Massabi, traversant au passage la villa Guilherme Capello. Le paysage grandiose alternait entre nappes de vert profond de cette forêt divinatrice et touches de rouge des sols transparaissant dans ses moindres échancrures. Le relief accidenté, tantôt plaine, tantôt colline, constituait une toile idéale pour tout artiste peintre, offrant un parfait point de vue duquel on observait le moindre mouvement à des kilomètres à la ronde. Face à cette abondance de bons points, comment imaginer s'établir ailleurs qu'en ce lieu? C'était un petit village d'une petite dizaine d'habitations, alignées les unes à côté des autres de façon disparate, nichées à l'orée de l'épaisse forêt tropicale qui le couronnait. Juché sur cette falaise sablonneuse, dont l'arrière s'enfonçait dans la mer vêtue de bleu, contrariée par le sable et s'étendant jusque là où le regard se perd. L'arbre sauvage, l'arbre fruitier et les champs de culture formaient une parfaite uniformité. Les habitants n'y avaient pas reproduit les cases de leur précédent lieu de vie, ils y bâtirent plutôt des bicoques sommaires de plus grande taille en matériaux périssables. En lieu et place de l'unique pièce que constituait la case, 2 ou plus composaient le logement. Sans esthétique ni homogénéité aucune, elle renvoyait l'image d'un organe envahi de tumeurs, élément contre nature. On y vivait principalement des produits de la terre
des fruits de la mer et du gibier issu de la chasse. C'était la vie au jour le jour, les habitudes variant au rythme des saisons. À l'occasion, il n'était pas rare de voir apparaître sur le bord de la route un ou plusieurs étals, tantôt de noix de palme, tantôt de tubercules, ou de quelques gibiers fraîchement rapportés de la chasse. L'une des bicoques s'était vue attribuer une fonction de point de vente, un lieu où l'on pouvait se ravitailler en produits de consommation courante, tels que du tabac, des boîtes de conserve, des éléments de quincaillerie et même quelquefois du pain. Non pas qu'il fît mauvais d'y vivre, cependant la terre moins fertile, assez sèche même à vrai dire, constituée en bonne partie d'argile, rendait la vie davantage ardue, forçant les habitants à s'enfoncer quotidiennement dans la forêt pour y trouver de meilleures conditions de culture. Le manioc était la base principale de leur alimentation. Ils ont consommé les feuilles dans la délicieuse sauce kizak et la racine, ramollie quelques jours dans l'eau de la rivière, avant de la façonner et de la cuire à la vapeur pour en faire les principaux accompagnements, le kwang et le mouillac, désagrégés et séchés au soleil pour en faire la farine, fouba, succulente, mélangée à du sucre et à de l'eau. Cela faisait les matins avant d'aller au charbon. L'arachide, zempinde, le haricot, udezu et le piment, viazi, faisaient également partie des mets quotidiens. Les rendements peu satisfaisants ainsi que de meilleures possibilités d'emploi avaient eu pour effet de provoquer l'exode des jeunes hommes vers les villes environnantes, Chihuahua principalement. L'industrie de la construction y était en plein essor. De plus, l'apparition de plusieurs firmes commerciales avait eu raison de leur réticence. Cette luxuriante forêt du Mayombe, incontournable pour se nourrir, fut en outre un parfait terrain de chasse pour Ti Pedro et ses cousins, traquant le sanglier et autres gibiers, en plus des palmiers produisant les noix de palme, zingazi, nécessaires pour cuisiner la moimbe et donner le doux vin de palme, njienvu, aide de courage, stimulant pour ces hommes partant chasser parfois des nuits entières. La rivière, véritable autant que principale source d'eau de ce village, maintenait la vie alentour. Sur les pierres de guet, on battait le tissu, à cadence saccadée, donnant le tempo aux poitrines des énergiques laveuses. Les enfants s'y rendaient poutant la chansonnette. À la queue leu-leu, quelques récipients et bidons calés sur des tissus enchevêtrés sur la tête, puisaient l'eau nécessaire à la cuisine ou encore à la toilette. On aurait dit un ballet d'aliens, le regard volatile, le cou tendu, raide, pour ne rien perdre de leur importante cargaison. Le grand manguier qui flattait le ciel au milieu du village était le lieu de réunion pour régler les palabres. Autour, les arbres fruitiers dispersés, quelques coqs et poules courants, des canards concanants, quelques oiseaux au-dessus de la cime des arbres, quelques chiens efflanqués reniflant, le museau terreux, les oreilles aux aguets, une ribambelle d'enfants traçant avec leurs doigts des courbes dans la poussière. Rien pour entraver l'essentiel. À la nuit tombée, la forêt se montrait effrayante. On ne l'apercevait plus, surtout les nuits dépourvues de lune. On pouvait néanmoins percevoir le vacarme croissant dont s'emplissait la jungle, bruit sans nombre d'animaux de la nuit, concours de voix pour les crapauds, ululement de chouettes, hurlements de singes, mêlés au craquement des branches, balayés quelquefois par la course du vent avant la pluie. La pluie tropicale, dense,
sur les toitures rafistolées, harnachées tant bien que mal, prédisposaient à dormir. Le temps d'une pause, au profit de cette nature jouant à bâton rompu la symphonie de la vie. Puis, la lune se couchait, derrière les arbres, baignant le ciel d'argent. Ces journées pluvieuses mimaient à peu de choses près l'humeur de celles d'hiver sous de lointaines latitudes. Chaque année, en cette saison, le relief se muait au gré des torrents d'eau dévalant les pentes, creusant sur leur passage des rigoles, espèces de plaies ouvertes dans lesquelles coulait une eau trouble, obligeant les gens à sautiller pour rejoindre les abris. On aurait dit des gazelles. L'air qu'on y respirait était chaud, saturé de poussière. On pouvait entendre quelquefois un cognement persistant, tel un tambour obstiné, répétant inlassablement sa mélodie monocorde. Il se propageait à travers l'air envahissant chaque recoin de l'espace. Il était un rappel que quelques femmes cognaient le mortier de bois pour écraser feuilles ou noix, là, quelque part. Cette atmosphère lourde caractérisait l'endroit. Le temps avait tout de même transformé l'humeur du lieu. Il s'y était fait. Les gens se souriaient et aimaient abandonner leur demeure pour vivre à même l'espace. D'aucuns fuyaient la chaleur féroce des milieux de journée, ventre bedonnant à l'air, paraissant à l'abri d'un feuillu oxygénant. D'autres, vêtus de guenilles, à même le sol sur la natte tressée, jambes allongées, se faisaient traire par le dernier né au réflexe de préhension primitif, pinçant énergiquement la mamelle. Ou encore, une femme donnait une volée à un petit chenapan, dont les ondes de cris donnaient de l'écho jusqu'aux confins de la montagne.